Écoutez, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Jean-Paul Martin. Bonjour Jean-Paul Martin. Bonjour Anne. Pour un très très beau livre. Ce n'est pas un livre de poche. C'est un livre... comment est-ce qu'on appelle ça? Un livre... le vocabulaire est un peu prétentieux. On parle de livre de bibliophilie, mais la bibliophilie, ça veut tout dire et rien dire. Sur un texte très ancien, le dit du prince Igor. Alors, déjà, la couverture est somptueuse, cette couleur bleu canard et cette... Ce sont des émaux, c'est un émail. Oui, Un émail qui représente bien sûr une église orthodoxe. Et ces deux personnages ailés, qui sont des anges, ou qui sont oui, tout à fait, des anges. Alors, comment est-ce que vous avez rencontré ce prince Igor, Jean-Paul Martin? Vous êtes un spécialiste de bibliophilie, vous faites éditer des grands ouvrages? C'est une bonne question, comme toujours, vous posez toujours des bonnes questions. Un livre de cette qualité-là, c'est un ouvrage collectif. Oui. Donc beaucoup de personnes auraient de la légitimité pour venir en parler. Oui. Les concepteurs, l'illustrateur qui n'est plus de ce monde, les artisans qui y ont participé, etc. L'illustrateur Pierre Joubert. Et donc moi, je vais représenter toutes les personnes qui l'ont inventé, qui y ont participé. L'idée, avec Pierre Joubert, l'éditeur était parti de l'idée de faire un nouveau livre avec Pierre Joubert. Il en avait déjà fait 4. Donc la quête du Graal. Oui. Donc un des thèmes des romans de la Table Ronde, oui. L'histoire des ordres de chevalerie, la légende des Nibelungen, oui. Des sagas islandaises. Donc à force de quitter la France, ils ont cherché un grand texte russe médiéval. Et quand on cherche un grand texte russe médiéval, on tombe obligatoirement sur le dit du prince Igor, qui d'après les spécialistes, ce dont je ne suis pas, se détache vraiment par sa beauté et puis par tous les mystères qui l'entourent. Tous les mystères qui l'entourent, ce texte. Alors c'est la source littéraire de l'opéra de Borodine, entre autres. Dont la musique, le prince Igor, est très très connu. Alors, qui est ce prince Igor, Jean-Paul Martin? Alors, il est connu, il a existé, il est connu par des chroniques qui, elles, ne posent aucune difficulté quant à l'authenticité. Ce qui pose plus de problèmes, c'est le texte que vous êtes en train de lire, qui a été découvert tardivement. Il a été découvert dans un monastère d'une ville de l'Anneau d'Or qui s'appelle Yaroslav, qui est à 250 km au nord-est de Moscou, dans un monastère, le monastère de la Transfiguration. Le découvreur était le comte Moussine Pouchkine, qui était un grand collectionneur, et qui, par courtoisie vis-à-vis de sa reine, de Catherine II, de sa tsarine, Catherine II, a fait, peu après l'avoir découvert, une copie qu'il a offerte à Catherine II. Et heureusement, puisque sa maison a brûlé. Grâce à l'intervention française et la campagne de 1812. Ah oui. 1812. C'est dans le grand incendie de Moscou que ce document a disparu. Oui, oui. Oui. Alors, dans l'intervalle, il avait aussi une première publication, l'édition Princeps de 1800. Et c'est après la disparition du manuscrit, c'est sur cette édition que se sont basés tous les spécialistes de l'époque.
y compris le grand Pouchkine qui s'y était intéressé, qui voulait faire une nouvelle traduction. Alors, il faut dire que le texte, c'est en russe médiéval, mais le russe médiéval est beaucoup plus accessible à un lettré russe que ne l'est, par exemple, le vieux français pour nous. Ah oui. Quelqu'un de lettré qui a du vocabulaire peut parfaitement, d'après encore les linguistes, arriver à le comprendre. Donc Pouchkine aurait voulu faire une traduction. Bon, comme vous savez, il est mort jeune, il n'a pas pu le faire. Non. Alors, vous avez un traducteur là qui s'appelle Jean Blancoff. Juste une petite chose, parce qu'il y a le problème de l'authenticité, oui. C'est qu'à ce moment-là, après 1812, donc il n'y a plus le fameux manuscrit qui datait du XVIe siècle, qui n'était pas le manuscrit original, qui était déjà une copie du XVe ou du XVIe siècle, et il y a cette édition Princeps de 1800. Et puis, et ça a alimenté à nouveau les polémiques sur l'authenticité du texte, la fameuse copie de Catherine II est retrouvée en 1860, dans les années 1860. Oui. Donc, ça a posé problème. Les controverses autour de l'authenticité, elles datent depuis la découverte du manuscrit. Et ça continue maintenant, en s'apaisant un petit peu, parce qu'il y a eu pas mal de travaux qui venaient à preuve que c'était tout à fait un manuscrit, enfin un texte original du XIIe siècle, qui aurait été composé peu après la campagne d'Igor. Oui, vous me demandiez qui était Igor. Donc Igor, c'est un prince russe qui a voulu, puisque au sud il y avait des invasions de tribus des steppes des nomades, et des chefs de nomades, notamment... Polvost. Les Polovts. Les Polovts. J'arrive jamais à le dire. Les Polovts, non, c'est difficile. Et si on ajoute que la ville dont part Igor s'appelle Poutivl, il faut aussi... y arriver. C'est pas forcément facile d'y arriver. Alors, juste pour donner une idée... de la façon dont ce texte commence, et c'est vrai qu'il est plein de charme. Nous siérait-il pas, frères, d'entonner avec les paroles d'autrefois les pénibles récits de la campagne d'Igor Sviatoslavitch? Entonnons-le donc ce chant, qu'il suive les faits de notre temps et non la fantaisie de Boyan. Car Boyan, le devin, s'il voulait réciter son chant à quelqu'un, s'élançait par la pensée le long de l'arbre, comme un loup gris de par la terre, comme un aigle blanc sous la nuée, car il se rappelait, disait-il, les querelles du temps passé. Alors il lâchait 10 faucons sur un vol de cygnes. Celui qui l'atteignait chantait d'abord son chant au vieux Yaroslav, au vaillant Mitslav, qui égorgea Redeya devant les troupes kazoges au beau roman Dziatowlowicz. On est tout de suite pris par le texte. C'est très puissant. C'est très fort, oui. C'est d'une grande poésie et d'une grande... Alors, si je vous parle du chant de Roncevaux, qu'est-ce que vous... comme référence ? Encore une fois, c'est un sujet tellement compliqué. Oui. Parce que donc j'ai la chance d'avoir eu pas mal de conversations avec un des grands spécialistes, celui que dont nous avons choisi la traduction, qui est le professeur Blancoff de l'Université libre de Bruxelles, qui non seulement est évidemment un linguiste éminent, mais qui aussi a d'autres territoires intellectuels qui l'ont intéressé, notamment la poésie. Donc c'est pas toujours fréquent chez les savants. Oui. Et il était très ami avec Maurice Carême. Ah oui. Il était très ami avec Maurice Carême et il raconte une anecdote amusante. C'est que Maurice Carême, quand il avait terminé une poésie, lui envoyait en lui disant « Écoutez, corrigez-la si vous voyez de matière à correction. » Ah oui. Donc, Maurice Carême a complètement disparu des écrans, mais c'est vraiment un grand, grand poète. Il était aussi archéologue. Ah oui. Il est aussi archéologue et il a été appelé à participer, parce que même du temps du rideau de fer, il y avait des échanges entre savants. Il a participé à des fouilles à Novgorod depuis les années 50. Ouais. Novgorod la Grande, Novgorod au sud de Saint-Pétersbourg. Ouais.
où ils ont fait une découverte unique au monde avec des lettres sur écorce de bouleau qui sont conservées, probablement parce que c'était des terrains marécageux et que les lettres ont été ainsi conservées. Ils ont trouvé plus de 1000 lettres. Mais alors sur des arbres plantés encore? Non. Non. On se servait comme support, comme dans d'autres cas on peut se servir de papyrus ou de parchemin. Ils se servaient d'écorce de bouleau et ils écrivaient au poinçon, pas du tout à l'encre. C'était au poinçon. En fait, c'est gravé. Ce sont des textes gravés. Et c'est un des éléments qui fait qu'il a trouvé une preuve de l'authenticité dit de la campagne d'Igor. Les grands arguments des détracteurs du texte, c'était que certaines expressions étaient, selon eux, tardives. C'est-à-dire, ils pensaient que c'était du XIVe, du XVe ou du XVIe siècle, mais qu'en aucun cas, ça ne pouvait avoir été utilisé au XIIe. Or, il a trouvé sur ces lettres en écorce de bouleau, une des expressions qui était incriminée. Et comme ce sont des lettres qui datent du XIIe, c'était la preuve c'était la preuve pour l'authenticité du texte. Alors, autre joie de ce livre, les illustrations de Pierre Joubert. Comment est-ce que vous êtes... Qui a choisi Pierre Joubert? Comment ça s'est fait? Comme je vous l'ai dit au départ, l'idée c'était de faire un livre avec Pierre Joubert et c'était de le mettre en relation avec un texte qui lui plaise. Et comme il aimait beaucoup tout ce qui touchait à la chevalerie, et il a été évidemment très intéressé par ce texte qui lui faisait découvrir des horizons nouveaux. C'est vrai que Pierre Joubert est un... Il y a un livre consacré Alors, c'est vrai qu'on peut recommander celui-ci. Souvenir en vrac et tous les dessins. C'est un texte de Pierre Joubert autobiographique, qui est édité qui est réédité régulièrement par les éditions de la Haye de Sens, qui sont spécialisées dans les rééditions des livres de Pierre Joubert, les signes de piste et d'ailleurs, la directrice des éditions de la Haye a été invitée dans une autre émission sur TV Liberté. Alors, comment est-ce que Pierre Joubert a fait? Donc, il a donné ses aquarelles. Alors, Pierre Joubert s'imprègne du texte et puis après, il fournit des aquarelles originales. À partir de ces aquarelles originales, l'idée, dans un livre de qualité, c'est de les reproduire avec des matières nobles et non pas des encres d'imprimerie. C'est reproduit avec de l'aquarelle et de la gouache, essentiellement de la gouache. Alors pour ce faire, donc on demande, c'est un exemple, mais c'est pas sorti d'une illustration de Pierre Joubert, on demande à l'artiste de surtout ne pas mettre en couleur son trait, de terminer son dessin, parce qu'on va se servir du dessin, comme c'était le cas ici, vous voyez, pour découper le pochoir qui est en zinc. Donc il faut absolument pouvoir découper sur se servir du dessin pour avoir un trait qui soit juste. Oui, on le voit bien. Ici, on le voit très bien. Vous voyez, ici, vous avez la personne qui fait la découpe. Donc, il y a une sorte de scalpel dans les mains qui découpe une feuille de papier avec une feuille de zinc en dessous. Une fois que cette feuille de zinc a été préparée, à ce moment-là, la coloriste peut, avec ceci qu'on appelle un pompon, passer la couleur juste. Et pour donner une idée, voici un échantillon d'un certain nombre de couleurs. C'est très joli. Et vous remarquez que derrière la coloriste, il y a encore beaucoup de nuances de couleurs. De couleurs, oui, absolument. Alors, qu'est-ce que vous savez des contacts ou des rapports que Pierre Joubert a pu avoir avec ces illustrations si typiques de la Russie? En fait, alors pourquoi racontez-nous. Pourquoi est-ce que j'ai apporté ceci? C'est pas pour les illustrations de Pierre Joubert, parce que Pierre Joubert, il a voulu faire du Pierre Joubert. Il a surtout pas voulu copier ce type d'illustration. Non. Ce type d'illustration, ça vient d'une ville qui s'appelle Palek, qui est spécialisée dans la miniature. Je précise, pour les Russes qui vont nous écouter, que je ne prononce pas bien du tout le nom de cette ville, parce que si on parle de Palek à un Russe, ils ne comprennent pas du tout de ce dont il s'agit. Il faut dire Paler. Oui,
Mais pour la commodité, on va dire Palek. Mais cette façon de peindre s'est répandue sur toutes les petites boîtes que l'on rapporte de Russie. Alors l'histoire, il y a eu un changement après la révolution bolchevique, oui. car cette ville faisait autrefois beaucoup d'icônes. Ah oui. Donc l'icône a été arrêtée et ils se sont reconvertis dans un art profane, et notamment dans des illustrations de livres. Ça, c'est évidemment un facsimilé, je regrette de ne pas avoir l'original, mais c'est un facsimilé d'une illustration des contes de Pouchkine. Bien sûr, oui. Et voilà quelques-uns des exemples de l'illustration. D'une richesse étonnante. Oui. Alors, le but, puis pour revenir à Pierre Joubert, c'était surtout pas que Pierre Joubert veuille... D'autant plus que, de toute façon, c'est exactement le contraire de ce qu'il fait, puisque c'est une illustration sur fond noir, alors que les illustrations de Pierre Joubert sont sur fond clair. Oui, c'est sûr, mais je trouve quand même qu'il y a un esprit... Beaucoup de personnes me l'ont dit. Il y a un esprit nous l'ont dit, c'est vrai. Comme il peint la même réalité, il faut forcément que ce soit un peu pareil. Non oui, non, mais c'est vrai que ça nous a été dit. Parce que c'est d'une richesse, quand on regarde cette page, qui est donc l'entrée du Prince Igor. C'est le départ du Prince Igor à la guerre. Et puis, donc, évidemment, il a fait bénir ses troupes. Ça commence par une cérémonie orthodoxe. Et donc, on est devant la cathédrale de Poutivl. Voilà, on est devant la cathédrale de Poutivl. Alors, il y a quelque chose... Tout commence par une bénédiction chez les Russes. Oui. Et il y a quelque chose qui est encore un élément à preuve. Vous voyez que je suis très attaché à cette histoire d'authenticité du lit, qui est à preuve de l'authenticité du texte. Et c'est dans le prologue de l'opéra de Borodine, il y a une éclipse de soleil. Une éclipse de soleil. Alors, dans un texte poétique, on peut se dire que c'est une invention du poète qui a trouvé que ça faisait beau de faire appel aux cieux comme ça. En réalité, elle a été datée par les astronomes, et c'est sur les lieux, c'est-à-dire autour de Poutivl, ça a été daté le 1er mai 1185. Ça correspond, d'après les chroniques, effectivement, au départ. C'est une belle histoire. Oui. C'est une belle histoire. Je viens d'apprendre une autre belle histoire, c'est l'érection à Moscou d'une statue en l'honneur de Saint Vladimir, magnifique, une statue monumentale Saint Vladimir étant le fondateur de la Russie, et Saint Vladimir qui tient une croix. On a l'impression que une page est vraiment tournée en Russie. Oui, mais où est-ce qu'ils ont trouvé l'emplacement? Parce que à Moscou, j'y suis allé comme vous, mais il y a beaucoup de regardez de sur Internet, regardez, c'est une grande place de Moscou. En fait, Poutine voulait la mettre sur une colline devant l'université, et elle aurait dominé toute la ville. Et là, il y a quelques personnes qui ont dit non, c'est pas possible. Donc elle est revenue, mais dans le centre-ville. Et c'est quand même tout à fait étonnant. Alors, des couleurs très belles, des couleurs. Et puis cet entourage, comment s'appelle Des rinceaux. Des rinceaux qui sont très anciens eux aussi. Oui, c'est inspiré, ça a été créé par Pierre Joubert aussi. Ça a été créé par Pierre Joubert. Oui, c'est un rinceau mais tout à fait inspiré, oui. Tout à fait inspiré, oui, c'est ça. Oui. On a une impression de vie extraordinaire. On sent le vent, le vent dans les bannières, on sent dans les casques, c'est tout à fait... Et ces chevaux sont extrêmement vivants aussi. Oui. Pierre Joubert, une de ses qualités, c'est que ses illustrations font rêver. On n'est pas enfermé dans cette illustration. C'est un point de départ. Oui. C'est un point de départ. Et ça, c'est aussi... Et ça, tous les dessins sont de lui. Tous aussi, les dessins sont de lui, oui. Et alors, on va entendre... et en français, et puis après en russe, quelques passages de ce beau texte qui a été dit où? Alors, ce sont en fait deux CD rares. Le texte en russe,
Ça a été une idée du professeur Blancoff dans les années 60, où il avait demandé à un poète, Chervinsky, en 1963 exactement, d'enregistrer ce texte. Et donc il l'a fait dans ce CD. Et puis, alors je pense que certainement, vu l'importance du texte en Russie, il doit certainement exister en Russie d'autres enregistrements en russe. En revanche, ça n'avait jamais été enregistré en français. Oui, donc ça c'est une première. Pour la bonne raison qu'il y a eu parmi les professeurs, les mandarins qui dominaient l'université française, un monsieur qui soutenait mordicus que c'était un faux. Oui. Il n'est plus de ce monde, il s'appelait André Mazon. Oui. Et il ne supportait pas que l'un de ses élèves puisse considérer que ce texte soit authentique, à telle enseigne qu'il a même brisé la carrière universitaire de certains de ses élèves qui voulaient s'intéresser de trop près à ce texte. Donc ce qui fait que quelqu'un qui a fait ses humanités russes en France ne s'intéresse pas particulièrement à ce texte et il va... Oui, donc vous avez fait œuvre très très importante. Oui, c'était très important effectivement de le faire enregistrer en français. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est Pascal Payen-Penzeller qui l'a enregistré. Oui, absolument, absolument. Alors, nous allons entendre ce texte en français, un petit peu en russe. Un petit peu en russe, oui. Après... Nous siérait-il pas, frères, d'en tenir avec les paroles d'autrefois, les pénibles récits de la campagne d'Igor Sviatoslavitch. Entonnons-le donc, ce chant, qu'il suive les faits de notre temps et non la fantaisie de Boyan, car Boyan le devint, s'il voulait réciter son chant à quelqu'un, s'élançait par la pensée, le long de l'arbre comme un loup gris de par la terre, comme un aigle bleu sous la nuée, car il se rappelait, disait-il, les querelles du temps passé. Alors, il lâchait 10 faucons sur un vol de cygne. Celui qui l'atteignait chantait d'abord son chant au vieux Yaroslav, au vaillant Mtislav, qui égorgea Rédédia devant les troupes kazoges, au beau Roman Sviatoslavitch. Mais Boyan, frère, ne lâchait pas 10 faucons sur un vol de cygne, mais il posait ses doigts magiques sur les cordes vivantes qui, d'elles-mêmes, faisaient retentir la gloire des princes. Нелепо ли наибяшить, братья, начать и старыми словесы трудных повестей о полку Игореве Игоря Святославича. Начать же с этой песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню, Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творите, то растекашется мыслью по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакой. Помняшить бо рече первых времен усобице, тогда пущашет 10 соколов на стадо лебедей, которые дотечаше та преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу и же зарезали дедю пред полки косожскими, красному Романове Святославличу. Alors, chers amis de TV Liberté, si vous voulez voir de près ce très beau livre, si vous voulez l'avoir dans votre bibliothèque, si vous voulez vous faire un immense bonheur, eh bien, il faut aller sur le site internet galeriejpm.fr, comme Galerie Jean-Paul Martin. Une adresse à Paris, mais où vous donnez vos rendez-vous. C'est beaucoup plus. Non, mais je ne vis plus à Paris. Donc vous déplacez. Oui, vous vous déplacez chez une adresse internet galeriejpm@gmail.com. Puis j'ai un téléphone aussi. Et puis un téléphone 06 10 78 78 76.
Et là, on peut voir aussi vos autres ouvrages. Vous avez encore des Bien ouvrages. sûr. Oui, bien sûr, il y a un autre Alors, livre. un livre comme ça, magnifique, est édité à combien d'exemplaires? 400. 400, très bien. 400. J'ose pas vous demander le prix. Ça Non, se fait ou pas? Ça Non, ne se fait c'est pas. Écoutez, On ne est-ce demande pas. est-ce que vous demandez le prix d'une robe haute couture Non, ou non? on ne le demande pas, donc c'est très bien. Et donc, oui, ils sont publiés déjà, les 400. Il est publié, oui. D'accord. Oui, ils sont publiés. Et donc, vous pouvez montrer aussi les autres œuvres que vous avez déjà illustrées par Pierre Joubert. Bien sûr, pour celles qui Voilà. sont encore disponibles. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter, Oui, Jean-Paul Martin? Oui, pour les personnes intéressées par ce sujet très complexe parce que la littérature sur ce texte, elle s'élève à plus de 5000 volumes. Ah, c'est 5000 fou, oui. volumes, dont peu sont en français. J'en ai un que je peux recommander, qui est édité chez l'Harmattan. Ah oui. Il y en a un autre, les personnes qui sont intéressées pourront me contacter, un universitaire de l'université de Montpellier aussi. Et c'est non seulement, il y a beaucoup d'éléments sur justement les chroniques, l'authenticité du texte et différentes anecdotes, par exemple les écrits de Pouchkine sur ce texte. Alors il y a autre chose aussi, c'est que comme justement je voulais un petit peu dissiper les zones d'ombre autour de ce texte, j'ai organisé il y a 2 ans un entretien entre Pascal Payen-Penzeler et le professeur Blancoff, qui s'était déplacé depuis Bruxelles. Qu'on trouve sur votre site internet. Non, on ne le trouve pas sur un site, mais c'est très volontiers que j'enverrai. On a fait une vidéo, disons, de témoignages, hein, qui n'a évidemment pas des qualités artistiques, mais qui est de témoignages que j'enverrai vraiment très volontiers aux personnes qui seraient intéressées. Il y a 2 heures d'entretien. 2 heures d'entretien. Donc déjà... Alors, ce qui est intéressant, c'est le dit de l'histoire qui finalement, ça illustre un peu notre histoire contemporaine, enfin leur histoire contemporaine, puisque le dit de la campagne d'Igor relate l'expédition malheureuse d'un prince ruthène contre les Polovts nomades dans les steppes ukrainiennes. Oui. Et c'est tout de même cet ouvrage qui évoque l'histoire des principautés ruthènes médiévales à la fin du XIIe siècle, au moment où apparaît pour les désigner le nom d'Ukraine et où se dessinent les contours du peuple ukrainien moderne. Ah ben on est en pleine géopolitique actuelle. On est en pleine. Dans ce livre, il y a une excellente carte de la situation à l'époque. Et quand on plaque cette carte sur une carte actuelle, oui. On est parti en Biélorussie, parti en Ukraine et parti en Russie de l'Est, dans le sud-est de la Russie. Oui, absolument. Donc c'est étonnant d'avoir un texte de 1185 qui évoque l'histoire d'aujourd'hui. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est décrié aussi. Peut-être pour ça. Ah oui. Parce que certains ne voudraient pas voir l'indépendance de l'Ukraine ou... Ça encore, je ne veux pas sortir de mon domaine de compétences qui est très réduit, mais, ce que l'on peut dire, c'est... Je m'abrite toujours derrière le professeur Blancoff parce qu'il a tellement étudié cette civilisation. Oui. Il dit, c'est la preuve qu'il y avait un haut, on ne parle plus de politique là, on parle de niveau culturel, un haut niveau culturel au XIIe siècle dans cette région. Et qui a été détruit après par les invasions mongoles 60 ans après. Ah oui. Donc c'est un point très très important. Et c'est l'époque des troubadours chez nous aussi. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et justement, les personnes qui pensent, c'est vrai que la culture des troubadours c'est quelque chose, mais qu'il n'y avait que la culture des troubadours, ne sont pas forcément enclins à admettre qu'au même moment, en Russie, il y avait des poètes de ce niveau. Merci beaucoup Jean-Paul Martin de nous avoir fait découvrir ce texte tout à fait étonnant. Galerie JPM.fr, donc sur le site internet, et une adresse internet galeriejpm@gmail.com. Merci beaucoup Jean-Paul Martin, et peut-être reviendrez-vous en nous proposant pour nous montrer les autres livres illustré par Pierre Joubert. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup Anne. Merci. Amis de TV Liberté, à bientôt dans une autre émission de Perles de Culture.